Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du thème 31, du texte narratif, de la structure et des caractéristiques qu'il compose. Alors, je vais partager d'abord mon écran, voilà, comme toujours, et on y va. Ok, donc il s'agit du thème 31, d'accord, donc nous avons vu déjà les thèmes 8 qui parlent du texte écrit. D'accord? Donc aujourd'hui, on rentre dans les thèmes dans les 30, 31, 32, 33, 34 et jusqu'au 35 qui sont les 5 typologies textuelles, puis les 37 qui abordent les thèmes, les textes scientifiques. Et donc, dans les thèmes 38, c'est les sujets de l'analyse des textes. Aujourd'hui, dans les thèmes 31, c'est donc les textes narratifs. Nous allons voir alors un petit sommaire, donc avec une introduction et une justification que l'on doit toujours faire. Et puis, dans le premier point, c'est la définition du texte, les plans de l'organisation textuelle. Et dans le deuxième point, nous parlerons des caractéristiques du texte narratif, avec sa logique du récit et les éléments du récit, puis les éléments de la narratologie, l'ordre, le narrateur, l'espace, les temps, les personnages. Euh, je veux dire que aussi les sommaires a subi un petit ajustement a posteriori, vous allez le voir après. Puis la structure dans le point 4 et l'exploitation pédagogique et la conclusion. Donc, ce sont les 5 points, d'accord, entre 5 et 7 points que nous allons aborder. Tout d'abord, dans l'introduction et la justification, nous allons la faire ensemble. Ça veut dire que nous allons d'abord dire que ce thème est totalement pertinent et important dans le concours de professeur des langues étrangères, dans ce cas particulier la langue étrangère française, puisqu'il s'appuie et qu'il aborde la composante textuelle et discursive qui est totalement essentielle pour une meilleure compétence communicative objective posée par les CESRL et les textes en vigueur. Et puis, dans l'introduction au sujet, nous allons donc parler que dans des années 60 aux années 80, il y a eu une évolution et un essor des recherches à propos des typologies textuelles. D'accord, il me manque un S. Les typologies textuelles. Et nous allons nous baser principalement sur Jean-Michel Adam, qui en 1992 a fait la plupart des écrits. Je vais vous donner alors la référence bibliographique. Pardon, c'est en 1997, hein, c'est les textes de points, type et prototype, Paris, Natin, 1997, quatrième édition, 2005. D'accord, donc on va s'appuyer sur ça, puis on pourrait parler aussi des brancards dans le fonctionnement des discours, le Conseil de l'Europe, évidemment, les cadres communs européens de référence de la langue, Rigel avec la grammaire méthodique français, etc. Mais bon, nous allons donc appuyé principalement sur Jean-Michel Adam en 1997. Hein. Il y a une petite faute de frappe. Tout d'abord, nous devons donc, après avoir dit qu'il y a eu cette évolution de la recherche à propos des typologies textuelles, c'est Jean-Michel Adam qui a confirmé, vérifié que les textes, qu'est-ce qu'un texte? Les textes sont évidemment des compositions, nous avons vu ça dans l'éducation de l'ESO, non? Donc, nous avons les mots qui sont divisés même en morphèmes, etc. Mais donc, les mots, les phrases, les séquences et donc, finalement, les textes, les paragraphes et puis les textes. D'accord? Donc, les textes, normalement, nous allons les diviser, nous allons les classifier d'après deux points de vue principaux qui se divisent ensuite en cinq. Tout d'abord, l'organisation pragmatique du texte qui est composée de la visée illocutoire, c'est-à-dire le but, pourquoi est-ce qu'on parle. Donc, évidemment, la visée illocutoire d'un texte narratif, c'est de narrer, c'est de raconter quelque chose. Ce que l'on veut faire, c'est raconter. On ne veut pas expliquer précisément, on ne veut pas demander de l'aide. Non, c'est la visée illocutoire ici, c'est raconter quelque chose. Nous allons voir ça après. Et puis, le repérage énonciatif vont nous aider à savoir en quoi est-ce que on traite en fait dans un texte narratif. Par exemple, dans un texte narratif, nous voyons qu'il y a peu de je et il y a beaucoup plus de il ou de on, ça dépend non, donc du texte et
et de la focalisation du narrateur, comme l'on verra ensuite. Et puis l'organisation sémantique, qui aborde donc c'est du réel, du fictif. Nous allons voir ça aussi dans l'espace et dans le temps, les éléments de texte narratif. Et puis dans l'organisation textuelle, tout ça, ça aborde tous les sujets, d'accord, de 31 au 35, pardon, au 34. Et donc l'organisation textuelle, il s'agit donc d'une connexité, ça veut dire normalement c'est les connecteurs, les anaphores, que ce soit une anaphore nominale, une reprise nominale, verbale, pronominale, etc. Ou des connecteurs qui principalement nous aident à comprendre la cohérence interne d'un texte. Et puis dans la séquenciation, où nous voyons donc dans un sens un peu plus large quel type de séquence textuelle nous avons. Est-ce qu'il s'agit donc que sais-je, d'une exposition, d'un nœud et d'un dénouement, d'accord? Donc, c'est une séquence narrative classique. Ce sont les séquences. Dans les caractéristiques du récit, il faut d'abord parler du récit. Donc, la logique du récit, d'après Brémond, c'est que c'est un discours intégrant une succession d'événements d'intérêt humain dans l'unité d'une même action. C'est une des caractéristiques, comment dirais-je, une des définitions qui nous intéresse le plus. Donc, un discours intégrant d'abord A, une succession d'événements, B, ou A1 d'intérêt humain, et B, dans l'unité, et B1 ou B2 d'une même action. D'accord? Nous pourrions aussi parler, comme dans un sens un peu plus large, d'un énoncé narratif, qu'il soit oral ou écrit, assurant la relation d'une série d'événements. Ou dans un troisième sens, on parle aussi parfois qu'un récit, c'est en fait le fait que quelqu'un raconte quelque chose et la relation entre la chose narrée et le référentiel et le réel et ce qu'il y a et les narrateurs et le monde du narrateur, de l'auteur. Les éléments du récit que nous trouvons normalement, ce sont donc la succession d'événements, comme nous venons de dire d'après Brémond, ce que l'on raconte prend du temps, d'accord, et est importé par une tension. Ce terme de tension est super important, c'est la tension, l'intrigue, c'est ce qui nous fait être accroché au texte, d'accord. Nous voyons par exemple dans un dialogue, dans une conversation, il y a des réitérages, il y a des mots qui sont utilisés pour attirer notre attention. Donc, dans le récit, nous ne pouvons pas donner ce type de signifier, de signification. Donc, nous ne pouvons pas toucher quelqu'un pour attirer son attention. Donc, il faut que le cri, que le récit, en fait, soit soi-même attirant et qu'il y ait une tension, une intrigue. Dans un petit point B, on a une unité thématique autour d'un sujet acteur, d'accord, d'un caractère anthropomorphe aussi, d'où l'intérêt humain. Donc, c'est unité, d'accord, succession d'événements, mais tous ces événements sont autour d'une unité thématique, d'accord, qui prennent du temps, les événements, d'accord, et emportés par une tension. Donc, normalement, les temps, la tension et l'unité thématique du sujet acteur, donc parfois le héros, ça va ensemble. Puis, nous avons les prédicats transformés d'être, de faire, d'avoir, qui définissent les sujets, d'accord. Donc, Jean, il est, je sais pas, il est président, il fait son travail depuis 5 ans et il a 56 ans, d'accord. Donc, ce sont des caractéristiques qui définissent les sujets. Puis, nous parlons dans un petit 2 de la causalité narrative et de la mise en intrigue, d'accord. Nous continuons avec cette idée de la cause-effet, d'accord, où on nous raconte quelque chose, mais ce n'est pas un texte explicatif dont nous pouvons nous imposer, c'est en fait un texte qui nous intéresse, d'accord, qui doit avoir un intérêt. Et puis, dans les petits et, on parle d'un procès d'exposition, nœud et dénouement, d'accord. Donc, c'est les procès typiques, la séquence typique du récit. Et puis finalement, on parle aussi d'une évolution finale ou d'une morale, d'accord. Donc, après avoir lu un roman, on s'attend, d'accord, on espère
apprendre quelque chose, même si on l'a lu pour s'amuser, il y a quelque chose qui doit nous rester, d'accord? Ce n'est pas une recette de cuisine, il y a une morale, d'accord? Il y a un enseignement du type philosophique, si vous voulez, d'accord? Généraliste, euh, comme vous voulez. OK. Donc, ça, d'abord, pour les caractéristiques du récit. Nous pourrions aussi inclure ça dans les caractéristiques, puisqu'on parle des éléments, d'accord? Les éléments de la narratologie. On a les narrateurs qui appartiennent ou non, et même les héros du roman, du récit, d'accord, du texte. Alors, s'il appartient au texte, mais qu'il n'est pas les héros, on parle alors d'un narrateur homodigétique. C'est quand il est un témoin, d'accord, de l'histoire. Quand il n'appartient pas du tout au texte, d'accord, c'est quelqu'un qui est totalement extérieur à l'histoire narrée. On parle alors d'un narrateur hétérodiégétique. Et quand c'est le héros qui parle aussi de soi-même et qui est le narrateur de l'histoire, on parle alors, par exemple, d'une biographie où aussi les narrateurs et les mêmes personnes que les scripteurs, que l'écrivain. On parle alors du texte du narrateur autodiégétique. Les narrateurs aussi, il y a des différentes focalisations, des différents points de vue, d'accord? Donc, s'il a un point de vue, une focalisation zéro, on appelle ça le regard des yeux, il sait tout, d'accord? Il est externe, mais il sait tout, il sait ce qui va se passer, il peut donner au lecteur des indices sur ce qu'il va se passer. On peut aussi parler d'une focalisation externe, d'accord? Il ne sait pas tout, il sait ce qu'il voit, euh, mais il est totalement externe et il n'y a pas des pronoms qui le mettent en rapport, en lien avec, avec l'histoire. Et puis, dans une focalisation interne, normalement, ça serait aussi un narrateur homodigétique, d'accord, avec une focalisation interne. Il a des différentes fonctions, les narrateurs. Il a une fonction communicative, il a une fonction narrative, il a une fonction testimoniale ou modalisante, d'accord, alors qu'il émet, d'accord, qu'il se prononce sur ces sujets, qu'il donne son avis. Là, on a aussi une fonction explicative. Parfois, il doit expliquer quelque chose comme les notes à pied de page. Et aussi, il a une fonction, des fois, idéologique ou généralisante. D'accord? C'est aussi philosophique quand il dit, par exemple, et je vais vous donner un petit exemple, ce serait, il y avait peu de chiens dans cette rue, et c'est comme ça que ça devait être. D'accord? Il dit comment est-ce que ça doit être. Et donc, et normalement, les chiens ne sont pas bons. D'accord? Donc, quand il émet des commentaires comme ça, normalement, ce sont idéologiques et testimoniales à la fois. D'accord? C'est des fonctions. Puis nous parlons d'un deuxième point, d'accord. Ici, vous avez vu que l'ordre a disparu, d'accord. Donc, les narrateurs, l'espace, dans l'espace, nous pouvons parler de l'isotopie, d'accord. Donc, quand on parle d'un endroit, d'accord, je vous rappelle que les textes narratifs, ils s'écrivent sur trois axes, d'accord. Les jeux, ici, maintenant. Le jeu, c'est évidemment le narrateur. Ici, ce serait l'espace. Tout texte narratif se développe dans un espace concret, qu'il soit fictif, réel ou plus ou moins concret, mais ce n'est pas, par exemple, un texte de comment euh, mettre en œuvre, je sais pas, comment installer Windows sur son ordinateur. Non, ça n'a pas il n'y a pas d'endroit, mais dans un texte narratif, oui, il y a évidemment un espace. Et cet espace, ça peut s'appuyer sur une isotopie, d'accord. Par exemple, quand on parle de la ville, cette ville, elle était merveilleuse, mais j'en avais marre de ces quartiers où les bus n'étaient jamais à son arrêt et que je sais pas, les magasins étaient toujours fermés le dimanche. D'accord? Donc, on a la ville et puis on a aussi les magasins, l'arrêt de bus, etc. Les quartiers, voilà. Et puis, on parle aussi de la toponymie, d'accord? Donc, dans la toponymie, c'est l'étude des endroits, l'étude des lieux. Et quand elle étudie les lieux d'un texte, normalement, c'est parce qu'il y a une fonction aussi communicative d'un point de vue socioculturel. C'est-à-dire, si je vous dis, j'habite à la rue Saint-Honoré, à Paris, vous penserez évidemment que je suis riche. Parce que sinon, je ne pourrais pas me permettre d'habiter rue Saint-Honoré. C'est comme ça. D'accord? Si je vous dis,
je dois aller à Sévran, bah, vous saurez peut-être voilà, c'est un quartier qui n'est pas un beau quartier, c'est d'ailleurs en dehors de Paris, vous savez où c'est. C'est donc ce type de phrases, d'accord, ce type de lieux qui nous donnent de l'information. Pour cela, il faut avoir évidemment une connaissance socioculturelle. Donc, on continue avec les éléments du récit. On parle alors dans un quatrième point du temps, et le temps qui aborde alors l'ordre. Il peut y avoir une ellipse, une prolepse ou une analepse qui font donc des distorsions chronologiques. Avec l'ellipse ou la prolepse, on avance, et avec l'analepse, on va en arrière. L'ellipse, évidemment, on ne dit pas. La prolepse, on parle de quelque chose qui va se passer dans le futur, et l'analepse, on va en arrière. Sinon, s'il n'y a pas d'ellipse, de prolepse ou d'analepse, on parle alors d'un ordre chronologique. Voilà, simplement. Dans un petit b, on parle aussi de la référence historique. C'est évidemment comme quand on parlait de la toponymie dans les temps. Quand je dis la référence historique, c'est comme je l'ai dit, il est plus vieux que Mathusalem, comme on dit en espagnol, ou par exemple, je vous dis, cette chaise est des temps de Louis XIV. Alors, on devrait savoir qu'on parle du XVIIe siècle. D'accord. Voilà. Donc, la vitesse avec des accélérations comme l'ellipse, le sommaire, d'accord. Avec l'ellipse, on parle aussi souvent de la place du passé simple et les sommaires, d'accord, qui sert donc à résumer, et les ralentissements avec la pause descriptive ou la pause dialoguée, d'accord, qui sert pour ralentir les temps du récit. La fréquence, on a trois modalités de fréquence et ça peut être très singulatif. Quand on parle d'un mode singulatif, ça veut dire que l'on raconte une fois quelque chose qui s'est passé une fois ou n fois, d'accord? Donc, je bois des fois de mon café, je vais écrire il buvait de son café ou il a bu de son café, d'accord? Voilà. Répétitif, c'est que si on répète deux fois quelque chose qu'on a fait deux fois, trois fois, quelque chose qu'on a fait trois fois, etc. Et itératif, donc on répète une fois, on répète une fois ce que l'on fait euh, différentes fois, d'accord, plusieurs fois. Puis les verbes, d'accord, encore une des frappes. Donc, on a des indices de temporalité, d'accord. Donc, quand on voit le passé simple, ça nous indique déjà que c'est une action, voilà, qui se développe et qui est finie. Et donc, ça nous donne un indice aussi sur la temporalité. Mais on pourrait aussi parler plus en profondeur de l'aspect des verbes, donc l'aspect perfectif, donc une action terminée, imperfectif, action pas terminée, comme il étudiait, d'accord, ou il sera, ou résultatif, donc quand on parle d'un résultat, donc il est arrivé. Voilà, perfectif, ce serait aussi, je vous un exemple, j'ai vécu à Paris, maintenant j'habite à Malaga. OK? Donc, j'ai vécu, c'est un perfectif. Le passé composé, normalement, c'est un perfectif. Donc, c'est perfectif. Action terminée. Et puis, dans les modes à avoir est un rapport, est en lien avec les lexèmes, d'accord? Avec les propres significations du verbe. Donc, ça peut être un mode instantané, comme les verbes éclater, duratif, comme les verbes durer, itératif, d'accord, comme trembler, d'accord, qui se répète, incoatif comme commencer, d'accord, progressif comme avancer, ou terminatif comme terminer, finir, d'accord. Voilà, ce sont les modes des verbes qui nous donnent aussi des indices sur les temps. Et puis quand on parle aussi des personnages, d'accord, je vais vous repérer ici une petite citation de Vladimir Prop, les Russes, anthropologue et linguiste. Il disait: la question de savoir ce que font les personnages est seule importante. Qui fait quelque chose et comment il le fait sont des questions qui ne se posent qu'accessoirement. D'accord? Donc,
Il est très important de parler aussi des sujets d'un texte, d'accord? Et c'est pour Algirdas Julien Greimas qui propose un schéma actentiel, d'accord, où on trouve les sujets ou héros qui cherchent à conquérir un objet de valeur, l'adjuvant qui l'aide, d'accord, donc il recouvre l'ensemble des personnages ou des conseils qui aident les sujets dans sa quête, l'opposant, donc l'opposant, c'est évidemment l'ensemble des personnages ou des concepts qui font obstacle au sujet dans sa quête, le donateur ou destinateur qui attribue les biens visés par les sujets, l'objet poursuivi par les sujets, et le destinataire éprouvant l'ensemble des personnages à qui l'objet de la quête est destiné. D'accord? Donc ça pour les éléments du récit. Et puis pour la structure du récit, évidemment, nous pourrions parler de la complexité et que tous les textes ne sont pas pareils, que l'on peut trouver des différences parmi les différents récits. Mais nous pourrions évidemment donner un schéma prototypique où nous trouvons une entrée, une préface, d'accord, où normalement il y a aussi une sorte de morale, puis une situation initiale, d'accord, donc c'est quand on nous présente les personnages, etc. Un procès où il y a une complication des actions et des résolutions, et puis finalement une situation finale, d'accord, où les textes, voilà, les dénouements, d'accord, la situation finale, c'est entre la résolution et la situation finale. Puis pour une exploitation pédagogique, nous avons tellement d'activités, d'accord, un tas d'activités à proposer. Donc, nous pourrions parler aussi de développer, continuer à transposer un texte, des questions sur un texte, ou une écriture d'invention, par exemple. Ça, je vous le laisse aussi à vous, parce que c'est un peu plus personnel. Et puis, dans la conclusion, nous pourrions aussi parler, comme dans tous les blocs, des thèmes textuels, que les compétences en langue maternelle peuvent être transposées en langue étrangère, d'accord, et que la compréhension de la structure, évidemment, et des caractéristiques d'un type ou d'une typologie textuelle va mieux nous aider à être préparés à affronter et à aborder ce texte-là, d'accord? Donc, si nos élèves n'ont jamais vu un texte narratif, ils vont avoir du mal à comprendre et à repérer l'information dans un texte narratif lorsqu'ils vont le rencontrer pour la première fois. Mais sinon, c'était tout, d'accord? J'espère que ça a été pas très long et que les sons et que tout ça marche assez bien. Je vous espère demain pour les thèmes 32. Au revoir, à demain.